Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de nos entretiens autour du rapport CNPS fait par Secafi. Nous abordons aujourd'hui un nouveau sujet brûlant et essentiel, l'intensité et le temps de travail. Entre cadence soutenue et besoin de souffler, comment conserver l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle ? Pour en discuter, nous accueillons avec plaisir notre experte consultante santé au travail du cabinet Secafi, Hélène Varin, dont les analyses promettent d'éclairer nos lanternes. Alors installez-vous, on commence par quelques questions sur les résultats de l'enquête. C'est parti. Comment définiriez-vous l'intensité et le temps de travail ? Alors l'intensité et le temps de travail, c'est deux dimensions essentielles des conditions de travail. Elles sont étroitement liées, mais elles sont distinctes. Le temps de travail, assez logiquement, c'est le temps de travail, c'est-à-dire le nombre d'heures que l'on passe à effectuer son travail, les heures contractuelles, les heures supplémentaires. Ça recouvre aussi des notions comme l'amplitude horaire, le droit à déconnexion, les temps de pause. Donc on est vraiment sur une approche quantitative. L'intensité du travail, on est plutôt sur une approche qualitative de contenu du travail, donc ça va être la complexité du travail, le fait que le travail soit souvent interrompu ou non, la quantité de tâches à accomplir, la complexité croissante des missions, donc on est sur un point de vue qualitatif sur le contenu du travail. Les salariés d'Orange, est-ce qu'ils souffrent plutôt d'une surcharge ou d'une sous-charge de travail ? Dans quelle proportion souffrent-ils de cette sous-charge ou de cette surcharge ? Et plutôt dans quelles entités sont concernées ? Et quelles conséquences cela peut avoir sur leur santé ? Alors, les résultats de l'enquête CNPS sont assez clairs sur ce sujet-là. Les salariés déclarent faire face à une intensité de travail accrue et importante. Donc, on parle plutôt de surcharge que de sous-charge. Et c'est un phénomène qui concerne l'ensemble des activités du groupe, mais avec quand même des variations marquées selon les entités. Et ce qu'il faut voir, c'est aussi la dégradation par rapport à l'enquête précédente qui date de 2021. Certaines activités, elles présentent une dégradation particulièrement forte de cet indicateur d'intensité du travail. Il s'agit d'abord d'OBS-SCE, moins 13 points par rapport à 2021, de tout des directions d'entreprise, moins 13 points également, Pro-PME, moins 10 points, la DTSI, moins 6 points, et Wholesale, moins 4 points. Là, je vous ai fait le peloton de tête, entre guillemets, des entités qui sont le plus concernées par cette intensité du travail. A contrario, on a certaines activités qui s'améliorent par rapport à 2021, comme les agences de distribution, plus 10 points, mais qui présentent quand même des profils assez dégradés en matière d'intensité de travail et d'échelle de stress et de fatigue. Vous demandiez aussi quel type de population était plus concernée. Il ressort de l'étude que les managers sont parmi les plus exposés sur cette intensité de travail, avec des chiffres qui sont assez parlants. 87% des managers déclarent aller vite tout le temps dans leur travail, et 86% déclarent travailler intensément. Le terme d'intensément est quand même assez significatif. On a des proportions importantes, mais moindres chez les non-managers. Alors, quels sont les principaux facteurs qui pourraient expliquer l'augmentation de l'intensité du travail pour les salariés ? Alors il y a plusieurs facteurs qui ressortent de façon assez claire de l'enquête. Le premier facteur, et ça peut sembler logique, c'est la diminution des effectifs. On a quand même perdu plusieurs milliers d'effectifs depuis la dernière enquête de 2021, en lien avec les TPS, le PDV, des mobilités externes, des départs en retraite. Le problème, c'est que ces départs, ils ne sont pas compensés, ce qui entraîne, mécaniquement et logiquement, une reprise de charge par les collègues restants, et donc une surcharge quantitative, mécanique, lié à ces départs. Il y a un deuxième facteur, plus qualitatif, entre guillemets, c'est les réorganisations en répétition. Quand on réorganise, on n'arrive pas à la cible tout de suite. La cible, elle est censée apporter des gains de productivité, une autre façon de travailler, mais il y a toute une période de transition qui est souvent pas anticipée et pas conscientisée même, par les directions, et qui est une période de surcharge. Il faut s'adapter à de nouveaux outils, de nouveaux process, dans une période de transition où les rôles de chacun sont pas très clairement définis. Donc là, c'est vraiment un facteur de surcharge qui, certes, parfois est temporaire, mais peut quand même durer dans le temps. Et puis c'est un temps invisible qui n'est pas reconnu et qui passe, un peu sous les radars.
digitalisation et automatisation, on a l'impression que c'est plutôt des facteurs qui pourraient alléger la charge de travail. Ce qui ressort de l'enquête, c'est que c'est pas vraiment le cas. Elles ont plutôt tendance à complexifier les tâches, hein, ces phénomènes de digitalisation et d'automatisation. Ça crée une charge mentale accrue, il y a un système de sur-reporting, plein d'outils qu'il faut savoir gérer en même temps. Donc ça aussi, c'est un facteur assez important sur la charge de travail. Et puis tout ce qui est management par objectif, culture des résultats, culture du reporting, ça aussi, ça crée de la surcharge, et surtout une surcharge qui est un petit peu absurde et qui n'est pas forcément comprise par les équipes. Alors, du coup, on en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui dégrade le plus, selon vous, les conditions de travail ? Est-ce que c'est davantage les changements qui sont liés à l'environnement de travail, comme les déménagements ou la mise en place du flex office, ou justement, comme on en parle à l'instant, plutôt les réorganisations des différents services ? Alors, je vais vous répondre les deux, mais ce qui ressort quand même de façon prioritaire, enfin en tout cas comme étant le facteur le plus important, ce sont les réorganisations, et vous les rappelez, le fait qu'elles se succèdent sans que les salariés n'aient le temps de les assimiler, de comprendre leur nouvel environnement de travail. Et comme je l'ai dit, hein, plus un salarié a vécu de réorganisation dans un temps court, plus cette charge de travail va être décrite comme intensive et difficile à supporter, avec vraiment un sentiment de désorientation chronique qui ressort de l'enquête. On a aussi des changements d'environnement, vous en avez parlé, avec une stratégie immobilière du groupe qui se caractérise par le flex office, l'augmentation du télétravail, ce qui renforce le sentiment d'isolement, ce qui nuit aussi aux capacités d'entraide et d'échange informel, et ça aussi, j'allais dire par effet ricochet, ça a un impact sur la charge de travail. Et puis ces nouveaux environnements de travail qui aussi donnent lieu à des réductions de surface, donc à une augmentation du télétravail. Il faut aussi qu'on a une certaine déshumanisation des lieux de travail qui là aussi nuit à ces scores d'intensité et de bien-être au travail. Nous venons d'explorer donc les premiers résultats de l'enquête, et poursuivons à présent notre entretien pour nous tourner vers un autre enjeu central qui est la charge de travail. Comment les salariés perçoivent-ils les objectifs qui leur sont attribués dans le cadre de leur travail ? Est-ce que ces objectifs sont jugés réalistes et en adéquation avec les moyens mis à leur disposition ? Alors, ce qui ressort de l'enquête, c'est vraiment un écart croissant entre les objectifs fixés par l'encadrement au sens large, hein, aux salariés, et les moyens qu'ils estiment avoir à disposition pour les atteindre, ce qui est vraiment une source majeure de tension pour les salariés. Donc c'est à la fois visible dans les indicateurs, c'est visible aussi dans les réponses à la question ouverte, avec des objectifs qui sont perçus comme essentiellement quantitatifs et moins qualitatif, orienté vraiment reporting résultat, donc dénué de sens, et c'est aussi très visible sur les réponses de l'encadrement de proximité, donc des objectifs qu'on assigne au management de proximité sans que ceux-ci n'aient les marges de manœuvre pour les organiser dans leurs équipes. Donc ils se retrouvent pris en étau entre des exigences descendantes et puis la réalité du terrain. En tout cas, cette inadéquation chronique, j'allais dire, entre objectifs et moyens se traduit vraiment par une détérioration de la qualité du travail rendu, avec aussi un phénomène de ce qu'on appelle la qualité empêchée, c'est-à-dire des salariés qui ont l'impression de ne pas bien faire leur travail, de ne pas faire du bon travail. Alors sur cette question de bien faire ou de ne pas bien faire son travail, quel est l'impact de la digitalisation et des nouveaux outils sur l'intensité du travail ? Est-ce que ça facilite certaines tâches ou est-ce qu'au contraire on pourrait plutôt dire que ça crée une surcharge cognitive ? Alors, la digitalisation, qui est censée simplifier le travail, hein, quand même, dans sa conception, c'est en réalité un facteur assez ambivalent. Vous l'avez bien dit, elle automatise des tâches répétitives, mais elle engendre aussi une surcharge cognitive qui est assez invisibilisée, mais par contre qui est exprimée de façon assez claire dans l'enquête, et une complexification du travail au quotidien. Il ressort de l'enquête que tous ces phénomènes de digitalisation et d'automatisation font qu'on est dans un environnement numérique qui devient extrêmement complexe et dans lequel les salariés ont du mal à se repérer, avec une multiplication des outils numériques qui sont en plus pas toujours interopérables entre eux, qui sont imposés sans formation et sans accompagnement suffisant, parce que quand on a un nouvel outil, il faut quand même être formé à son utilisation, et beaucoup parlent d'une sorte de bruit numérique qui est une charge supplémentaire plutôt qu'un soutien.
On a aussi le travail à distance qui s'intensifie avec non seulement le phénomène de télétravail mais aussi l'éclatement des équipes qui fait que cela efface les limites spatio-temporelles, j'allais dire, avec aussi un impact sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle et des frontières qui deviennent de plus en plus floues, liées aussi au phénomène de digitalisation. Pour finir sur cette charge de travail, on observe dans le rapport un indicateur lié à l'intensité du travail qui est un des plus négatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que recouvre cet indicateur ? Alors comme je le disais en introduction, là on n'est plus sur la quantité de travail, sur la charge de travail, mais on est sur la qualité du travail perçu, sa complexité, voilà, la charge de travail ressentie, on pourrait l'appeler comme ça. Et donc ça recouvre la manière dont le travail est vécu au quotidien, indépendamment, j'allais dire, de l'amplitude horaire. Et c'est vrai que c'est un des indicateurs les plus mal notés dans le rapport, même si sur certaines activités il est en amélioration. En fait, pour dire les choses simplement, non seulement les salariés disent avoir trop de travail, mais aussi ils ont du mal à le faire correctement. Et ça, c'est très délétère sur les conditions de travail, parce que ce qui permet à un salarié parfois de supporter une charge de travail excessive, c'est l'impression de faire du bon travail, d'être fier de la qualité du travail. Et là, on est vraiment sur des sentiments de fierté qui renvoient aussi à la fierté d'appartenance, on reviendra peut-être sur ce sujet plus tard, qui n'est plus présent en fait dans l'activité au quotidien des salariés. Alors, vous qui avez travaillé sur ce rapport, est-ce que vous sentez une réelle différence, un réel décrochage entre la charge ressentie et la charge réelle ? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait pour ça faire vraiment une analyse fine de la charge de travail quantitative, ce qui n'était pas du tout l'objet du rapport. Moi, je parlerais plutôt d'effets cumulatifs, c'est-à-dire une charge de travail quantitative qui augmente et par ailleurs un contenu du travail qui s'appauvrit. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, le cocktail un peu explosif en termes de risques psychosociaux. On vient de décortiquer donc la perception de la charge du travail avec des pistes de réflexion plutôt captivantes. Et on va aborder désormais son impact sur la santé et le bien-être des salariés. Et donc la première question que je vais vous poser, c'est quel impact l'augmentation de l'intensité du travail, ou la baisse d'activité, comme on a pu le voir dans certaines entités, a-t-elle sur le niveau de stress et d'épuisement professionnel des salariés ? Alors sur ce sujet-là, il y a depuis de nombreuses années des études épidémiologiques qui sont assez claires et l'intensité du travail, la charge de travail a clairement un impact sur la santé des travailleurs, que ce soit la santé mentale et la santé physique, avec des troubles du sommeil, une irritabilité, un épuisement professionnel qui peut aller jusqu'au phénomène de burn-out. Et ça, dans le rapport, on voit bien ce lien assez clair entre l'intensité du travail et la dégradation de la santé mentale, puisque on mesure aussi dans le rapport l'échelle de stress et de fatigue, qui sont des indicateurs qui, là aussi, de façon globale, se dégradent, accentués par d'autres phénomènes que l'on a évoqués, la baisse des effectifs, la complexité des outils, des réorganisations incessantes, etc. La baisse d'activité, alors c'est pas ce qui ressort le plus de l'enquête, comme je vous l'ai dit, on parle plutôt de surcharge que de sous-charge, mais la baisse de l'activité, lorsqu'elle existe, elle peut elle aussi être délétère. C'est pas un soulagement de ne plus avoir d'activité ou de ne pas avoir assez de travail, ça peut générer de l'anxiété et aussi là avoir des impacts sur la santé physique et mentale. Donc dans les deux cas, que ce soit surcharge, sous-charge, c'est vraiment l'organisation du travail qui est en cause et elle devient pathogène dans les phénomènes que l'on a décrits. Quel lien peut-on établir finalement entre la charge de travail, les risques psychosociaux et plus globalement la santé et le bien-être des salariés ? C'est vraiment ce cercle vicieux que je vous décris, c'est-à-dire une organisation qui ne correspond pas aux besoins du travail réel du terrain, une intensité de travail élevée et avec comme conséquence une dégradation du bien-être global des travailleurs. Les risques psychosociaux, c'est pas une conséquence annexe de l'organisation de travail, c'est vraiment le révélateur d'une désorganisation et d'un dysfonctionnement du travail. Et puis, on fera peut-être le lien avec un autre thème que l'on abordera plus tard, ça a aussi des impacts sur le collectif, sur l'entraide, sur la solidarité, sur l'envie de travailler avec ses collègues. Et donc là aussi, c'est, le cercle vicieux qu'on a du mal à arrêter. Donc plus qu'une conséquence, c'est un révélateur. À présent, penchons-nous donc sur notre dernière thématique du jour, qui sont les heures supplémentaires et la flexibilité. La première question que je vais vous poser, c'est quelle proportion des salariés travaillent régulièrement
au-delà de ces heures contractuelles? Alors, c'est pas une bonne nouvelle. L'enquête CNPS, elle révèle une réalité quand même assez préoccupante. C'est-à-dire qu'on a un nombre conséquent des salariés d'Orange qui travaillent régulièrement au-delà de ces heures contractuelles, de ce contrat de travail. On est à 40% des répondants qui qui déclarent effectuer fréquemment des heures supplémentaires non récupérées, ce qui témoigne vraiment d'un débordement régulier et chronique de la charge de travail. Alors bien sûr, on a des différences selon les catégories, selon les activités. C'est assez intuitif, mais le management de proximité est particulièrement exposé à ces dépassements d'heures contractuelles, notamment à la DTSI et chez SCE. Et on a des problématiques de régulation de cette surcharge de travail parce qu'elle est assez peu déjà visible, assez peu déclarée, assez peu régulée, encadrée, et donc elle déborde. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des phénomènes en plus de travail à distance, de télétravail qui effacent les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle, qui font que les temps de pause sont plus forcément respectés, que le droit à la déconnexion, ça devient quand même un droit très théorique. Et je rappelle quand même de façon assez simple, vous comprenez bien que le cumul d'heures supplémentaires de façon chronique, c'est un des éléments vraiment premiers des phénomènes de burn-out et d'épuisement professionnel. Alors, le droit à la déconnexion et les pauses, parlons-en. Est-ce que pour vous, ces deux choses sont-elles respectées, ou est-ce qu'on observe plutôt une augmentation des sollicitations hors horaire de travail, y compris justement avec le travail à distance ? C'est assez logique et j'imagine que chacun le vit au quotidien. L'enquête CNPS, elle met vraiment en évidence une érosion progressive de ce droit à la déconnexion, une érosion de la frontière entre le moment où je suis au travail et le moment où je ne suis plus au travail, une érosion du respect des temps de pause. Les salariés sont de plus en plus sollicités en dehors des horaires contractuels, avec des usages que vous connaissez tous, d'envoi de mails, messagerie instantanée, réunions tardives, avec cette espèce de culture, mais qui est très intégrée, du toujours joignable, et qui est de plus en plus présente dans les organisations. Le temps de pause journalier, il est très souvent grignoté, c'est ce qui ressort de l'enquête, notamment pour le management de proximité, qui compense aussi les sous-effectifs, les départs aléatoires des équipes. Et donc, on a un phénomène qui s'accentue de plus en plus avec la généralisation du télétravail, qui bien souvent, même s'il y a un cadre qui existe chez Orange, mais ce cadre, il n'est pas toujours respecté. Et donc, en l'absence de respect du cadre formel, on a vraiment ces phénomènes de dégradation et d'érosion des droits à la déconnexion et au repos. Dans les résultats de l'enquête, vous écrivez « Les répondants ayant vécu une réorganisation sont plus nombreux à affirmer effectuer des heures supplémentaires. » Sachant la fréquence des réorganisations, comme vous l'avez évoqué précédemment, que peut-on en déduire ? Alors on peut en déduire que ces réorganisations, déjà, elles sont trop fréquentes, comme vous le dites. Dans certaines entités, on a des réorganisations tous les ans, tous les 18 mois, donc sans qu'on ait atterri, entre guillemets, de la réorganisation précédente. Et puis dans une réorganisation, on imagine toujours que les gains de productivité, ils sont immédiats. C'est totalement faux, il y a toujours des périodes transitoires qui peuvent être longues, des périodes de turbulence, le temps que la nouvelle organisation se mette en place, que les rôles et responsabilités de chacun soient clairement définis, que les outils prouvent leurs gains de productivité qui sont censés donner. Donc ces phases de transition, elles sont vraiment marquées par une surcharge de travail vraiment importante pour les équipes. Et donc les équipes qui sont en réorganisation permanente, elles sont de fait en surcharge chronique. En lien avec ces organisations, en fait, elles ne bénéficient jamais des fruits, entre guillemets, des réorganisations qu'on leur promet. À la lecture de rapport, il apparaît également une différence marquée entre les managers et les non-managers en termes d'heures supplémentaires. Comment on peut l'expliquer ? Alors, en effet, dans le rapport, le rapport en tout cas, il met en évidence une différence assez nette entre managers et non-managers sur ces sujets d'horaire de travail et d'heures supplémentaires. Les managers, ils sont plus nombreux à dépasser de façon fréquente leur horaire de travail contractuel. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ils sont vraiment, j'allais dire, entre le marteau et l'enclume. C'est assez classique de dire ça sur le management de proximité, mais c'est particulièrement vrai dans un environnement mouvant,
mouvements de réorganisation incessante, comme c'est le cas chez vous. Ils sont à la fois garants, j'allais dire, de la stratégie de ces réorganisations qu'ils doivent incarner. En même temps, ils doivent mettre en place les choses au quotidien de façon opérationnelle. Donc voilà, c'est un petit peu le double travail de ces managers. Et puis avec aussi des pilotages d'équipe à distance qui est en réalité extrêmement chronophage. Dans quelle mesure l'autonomie dans l'organisation du travail compense-t-elle l'intensité perçue ? Par extension, est-ce que la flexibilité des horaires est plutôt vue comme un avantage ou au contraire comme un facteur de pression supplémentaire ? En prévention des risques professionnels, on a tendance en effet à considérer l'autonomie comme ce qu'on appelle un facteur de régulation. C'est un facteur qui va atténuer le facteur de risque lié à la charge de travail et à l'intensité de travail. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. L'enquête, elle montre en effet que l'autonomie, elle peut être un facteur de régulation et atténuer l'intensité du travail, mais parfois elle peut aussi s'apparenter à une pression j'allais dire supplémentaire déguisée. C'est-à-dire pour être autonome, il faut avoir aussi les moyens d'être autonome, ce qui n'est pas toujours le cas. Et sans moyens, l'autonomie, c'est plutôt un synonyme parfois d'isolement, de débrouillardise, ce qui là vient renforcer plutôt les indicateurs, enfin l'intensité du travail. Donc autonomie oui, mais l'autonomie il faut qu'elle se fasse dans la confiance, il faut qu'elle se fasse avec les moyens pour l'accompagner, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, il y a une différence entre être autonome et être laissé à l'abandon. Exactement, et c'est vraiment en plus amplifié bien sûr par le télétravail et le travail à distance. Enfin, pour conclure notre entretien, nous allons terminer sur les actions et les recommandations. Le rapport pointe une complexité liée à l'organisation du travail qui s'est dégradée au fil du temps, et ce malgré les différentes tentatives de réorganisation. Donc quel est l'effet de ces réorganisations sur les salariés, plus particulièrement concernant l'intensité et le temps de travail ? Quelles actions concrètes l'entreprise pourrait-elle mettre en place pour réduire l'intensité du travail sans nuire à la productivité ? Et existe-t-il des bonnes pratiques dans d'autres entreprises qui pourraient être adaptées à la nôtre pour améliorer l'organisation du travail ? Alors dans votre question, vous dites que l'organisation s'est complexifiée malgré les différentes réorganisations. Moi je dirais que l'organisation elle s'est complexifiée à cause des différentes réorganisations qui, de notre point de vue, enfin c'est pas notre point de vue, c'est ce que disent les personnes dans l'enquête, les réorganisations successives, elles n'ont pas simplifié le travail, en réalité, elles l'ont vraiment complexifié. Donc on l'a déjà dit, des organisations permanentes, la cible qui change tout le temps, et puis pendant ce temps-là, il faut quand même faire tourner la boutique. Donc le travail continue à être effectué, on a une sorte de double travail pendant ces périodes de réorganisation. Des injonctions contradictoires, perte d'autonomie, sentiment d'absurdité. Donc, encore une fois, bien loin de simplifier le travail, ces réorganisations le complexifient, et c'est toujours en plus les mêmes équipes qui se réorganisent. Ça, c'est aussi très présent dans le rapport. Donc, c'est toujours les mêmes qui doivent faire plus avec moins, et dans un temps de plus en plus contraint. Alors, votre question, c'est comment faire autrement et comment font les autres entreprises. Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle, et on a aussi un phénomène, c'est un phénomène que l'on observe aussi ailleurs, ces phénomènes de réorganisation permanente et d'intensification des réorganisations. Moi, je dirais qu'un des premiers axes de travail, c'est la régulation de la charge de travail. Il se trouve que chez Orange, mais vous n'êtes pas la seule entreprise concernée, on a très peu d'outils pour calculer, quantifier la charge de travail, et si on ne peut pas quantifier la charge de travail, on ne peut pas la réguler. Donc ça, c'est un premier axe de travail, c'est vraiment essayer de quantifier cette charge de travail, de la suivre, de la piloter et de la réguler au plus près du terrain, c'est-à-dire de la réguler en équipe, en priorisant, donc faire des réunions d'équipe plus fréquentes sur ces sujets de charge de travail. Il y a des entreprises comme la SNCF par exemple qui mettent en place ce qu'ils appellent des revues de charge participatives, c'est-à-dire que collectivement on va prioriser et donc du coup mieux réguler la charge de travail d'une équipe. Il y a aussi les enjeux d'autonomie dans l'organisation de travail, c'est-à-dire qu'on voit que puisqu'on parle encore des réorganisations, elles sont pilotées de haut. Moi je pense qu'il est urgent de redonner aux salariés des équipes les moyens d'organiser leur travail de façon plus autonome. Donc ça veut dire aussi faire confiance aux salariés, et ça je pense que c'est une valeur qui n'est plus vraiment présente ou beaucoup moins présente au sein de l'entreprise. Alors il y a un troisième sujet, et donc du coup un troisième levier d'action, c'est autour des outils et des procédures. Donc on l'a bien dit, loin de simplifier tout ce qui est digitalisation, automatisation, ça crée plutôt un millefeuille de complexité. Donc
il y a des choses assez opérationnelles et concrètes qui peuvent être faites, c'est-à-dire plutôt co-designer, excusez-moi de l'anglicisme, certains outils par les équipes. Il y a des entreprises industrielles qui le font, type Airbus, c'est-à-dire quand on introduit un nouvel outil, un nouveau logiciel, eh ben, il est important que ce soit les équipes qui spécifient les fonctions du logiciel plutôt qu'on leur impose un outil venu de l'extérieur et qui ne correspond pas à leurs besoins, ce qu'on appelle le design de procédure ou le design d'outils. Donc voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour améliorer, enfin atténuer l'intensité du travail telle qu'elle est décrite dans le... Eh bien, merci pour ces réponses. Merci à vous également de nous avoir suivis. Donc ce soir, grâce à vos analyses passionnantes, je le rappelle, vous êtes consultante santé au travail au cabinet Secafi, nous avons pu explorer les différents rouages de l'intensité et du temps de travail. Un sujet qui touche bien évidemment nos quotidiens de près. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle plongée dans les réalités professionnelles sur le thème cette fois des rapports sociaux au travail. D'ici là, prenez soin de vous, à bientôt. Au revoir.